Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du jeudi 12 juin 2025. À la une ce soir, alors que sa saison vient de se terminer, le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball continue son développement, officialisant son rapprochement avec le SHBC de la Motte Servolex. Puis nous prendrons la direction d'Annecy à l'occasion du Festival international du film d'animation. Pour son édition 2025, le FIFA rend hommage à la Hongrie, une opportunité de mettre en lumière une animation pleine de richesse, nous le verrons. Le 18 mai dernier, les joueuses du Savoie Handball Club de la Motte Servolex écrivaient la plus belle page de l'histoire de leur club en atteignant la finale de la Coupe de France fédérale à Bercy. Et même si les filles de Florian Botti s'étaient inclinées contre Nîmes ce jour-là, le SHBC avait bel et bien marqué les esprits. 3 semaines et demie plus tard, les Marmottes s'apprêtent encore à changer de dimension. Ce mercredi 11 juin, le club savoyard a officialisé son rapprochement avec le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball, institution du handball masculin. L'idée étant de faire grandir la structure. Le club seul de la Motte Servolex, c'est compliqué. Il y a un cahier des charges qui est quand même élevé. On a une structure à côté de chez nous qui est la Team Chambé, qui a monté quelque chose de grand, de costaud. C'est une superbe image. Ça va attirer des filles, c'est sûr, des joueuses qui, on a déjà vu cette année dans notre recrutement, sont intéressées par le projet. Et je pense qu'elles sont d'autant plus intéressées qu'on s'est rapproché de la Team Chambé. Ça va nous apporter de la compétence aussi, parce qu'il y a des structures, il y a des professionnels. D'un point de vue sportif, ce regroupement a aussi la vocation de faire grandir le club motorin. Depuis plusieurs années, les Savoyardes évoluent en National 1, le 3e échelon du handball français, et elles ratent souvent de peu la montée en Division 2. Il y a un sentiment aussi de fierté. La Team Chambé, c'est une très belle équipe, une très belle structure. Donc le projet nous donne un peu plus d'envie, d'ambition. Là, on sait que si l'année prochaine, on se retrouve encore dans le haut du tableau, il peut y avoir un réel projet, une réelle ambition de montée. Donc, sportivement, il va y avoir de l'enjeu. Ce type de projet nous permet de nous structurer et d'être éligible à une montée en 2e division. Et c'était le moment, parce que généralement, quand on commence à plafonner pas mal d'années sans pouvoir accéder à l'étage supérieur, on s'essouffle, et là je pense que c'était important de pouvoir avoir un second souffle qui arrive. Dès la saison prochaine, les filles de la Motte Servolex évolueront donc avec les fameuses couleurs noires et jaunes de la Team Chambé. Quant au futur nom de la nouvelle équipe, il n'a pas encore été arrêté. Pour le CSMBH, ce regroupement s'inscrit dans une certaine logique. Après Ambition 2020 et Horizon 2025, place à Cap 2030, un projet de grande envergure. Cap 2030, c'est continuer à asseoir nos 4 piliers, l'axe économique, l'axe ancrage sur le territoire, la féminisation du handball, et puis l'axe pôle performance et sportif. Donc on est sur ces 4 axes et la féminisation du handball à Chambéry en fait partie. Les filles de la Motte ont été championnes de France U17 la saison dernière, les garçons de chez nous ont été champions de France U18. Donc on se dit qu'il y a un potentiel dans la région. On serait le seul club en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir cette structure. Donc on veut fédérer, on veut encore grandir. C'est des projets structurants et puis moi c'est des projets qui animent le club, qui nous animent. Et c'est important pour nous. En attendant de voir peut-être un jour Chambéry et la Motte Servolex jouer l'un après l'autre au phare en championnat, le handball savoyard devrait être le grand gagnant de cette alliance, que l'on espère proactive. En sport toujours, la discipline du trail ne cesse de gagner du terrain, plus 12% de pratiquants ces dernières années. À Chamonix, l'Ultra Trail du Mont Blanc ne déroge pas à la règle, poursuivant son engagement pour minimiser son impact environnemental. L'organisation investit déjà plus de 500 000 € chaque année pour réduire ses émissions, notamment sur l'angle des transports. À 2 mois à peine de la prochaine édition, qui se déroulera fin août, l'organisation veut aller plus loin avec un plan ciblé sur les habitudes de déplacement des coureurs qui entrera en vigueur dès les inscriptions de la course de 2026. On écoute à ce sujet Isabelle Poletti, la directrice de l'OCA UTMB Mont-Blanc, qui répond aux questions de Myrtille Laurent Brouillot. Le plus important, c'est de s'engager dans une direction de réduction avec un objectif chiffré très clair de 20% de réduction à l'horizon 2030. On est assez convaincus que pour accompagner un changement de mentalité, il faut agir sur un volet complet qui va s'organiser autour de 3 thématiques: contraindre, encourager et accompagner.
La partie contrainte, on la gère depuis plusieurs années déjà en mettant en place des plans de mobilité pour l'événement où on interdit la voiture sur de plus en plus de lieux. Et donc la partie encourager et accompagner, c'est les deux volets qu'on a développés sur cette nouvelle politique qui verra le jour pour les inscriptions à l'événement 2026. Et donc la partie encouragée va passer par un bonus de chance au tirage au sort, c'est-à-dire qu'en fait toutes les personnes qui s'engageront à venir d'une manière responsable, la plus responsable possible liée à leur situation, puisque évidemment les possibilités ne sont pas les mêmes en fonction du lieu de résidence de chaque coureur. Et donc voilà, notre plateforme UTMBGO va servir à exposer en fait l'ensemble de ces solutions de voyage pour que les coureurs puissent choisir en toute conscience d'utiliser la plus vertueuse possible ou pas, s'ils ne le souhaitent pas, mais en tout cas s'ils veulent bénéficier de l'avantage. Cette année, au Festival international du film d'animation d'Annecy, la Hongrie est mise à l'honneur, un hommage qui se traduit par 6 programmes de courts-métrages, 4 de longs-métrages et 6 jurés. Tout ceci est une véritable fierté pour les Hongrois. C'est un grand honneur d'être dans le jury déjà, mais le fait que cette responsabilité m'a été confiée à l'année où la Hongrie est à l'honneur au Festival d'Annecy, c'est encore quelque chose que je ne peux même pas formuler en phrases. Je me sens vraiment honoré et je pense que c'est le meilleur cadeau que le festival a pu me donner. Des studios et des écoles hongroises ont aussi fait le déplacement pour cette semaine du festival, une opportunité de faire découvrir les qualités cinématographiques de la Hongrie. D'être invité d'honneur, ça permet de découvrir l'animation d'un pays. On se retrouve ici à Annecy pour présenter dans un panorama de 360 degrés l'animation hongroise. On parle du passé, du présent et du futur. On est présent au marché, on habite la ville de Annecy avec les œuvres d'art hongrois. Donc c'est vraiment merveilleux. Avec des films récompensés par le Cristal du court-métrage en 2022 et 2023 et un centenaire fêté l'an passé, l'animation hongroise est une vraie tradition, mise en valeur par le festival pour l'édition 2025. On a remarqué depuis une quinzaine d'années un véritable renouveau de jeunes générations d'artistes hongrois qui sont apparus d'abord à travers les films d'école et puis des courts-métrages professionnels et enfin des longs-métrages. Bref, quand on regarde à la fois cette longue tradition plus une jeune génération qui émerge, on se dit que il est temps de jeter un regard un peu plus attentif sur l'ensemble de cette cinématographie. C'est ce qui nous a amené à choisir la Hongrie. Un dôme a aussi été pensé par la Hongrie en s'appuyant sur son architecture nationale, une opportunité d'assister à des séances allongées dans un lieu éphémère unique. Ce focus sur l'animation hongroise a été l'occasion pour les festivaliers de découvrir toute la richesse de sa production. Depuis un mois, c'est tous les matins la même chose au parc national de la Vanoise. Un peu avant le lever du jour, il faut installer les filets pour capturer l'oiseau emblématique des Alpes, le tétralyre. Ils viennent au mois de mai parader ici sur les places de champs pour se reproduire. Là, il est déjà 4 h du matin. D'ici 20 minutes, les oiseaux vont arriver. Donc il faut qu'on soit déjà cachés dans nos tentes pour pas qu'ils arrivent en même temps que nous. Capturés, mais de façon temporaire. L'idée est simplement de baliser les oiseaux pour mieux les étudier. Une opération lancée en 2017 et financée par le domaine des Trois-Vallées. On n'équipe pas des oiseaux, on ne les dérange pas juste pour le plaisir. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils font et comment ils vivent l'hiver. Est-ce qu'ils utilisent des grandes zones? Est-ce qu'ils utilisent des petites zones? Et donc là, on peut voir, on est vraiment au cœur du domaine skiable. C'est une piste de ski, on a des remontées mécaniques, on a tout. Et donc le but, en 7 ans, avec plus de 200 oiseaux capturés, de tétralyres capturés sur les Trois-Vallées, ça nous a permis de comprendre un petit peu qu'ils avaient besoin de petites zones de quiétude avec des arbres pour éviter que les skieurs passent dedans et en plein milieu de leur domaine vital. Leur domaine vital, c'est là où ils ont besoin de vivre, de se reproduire et de se nourrir. Et du coup, le but maintenant, c'est de faire des zones de quiétude à côté des places de champs.
Mené tous les mois de mai, ce balisage demande une certaine efficacité le jour J, mais surtout de se faire discret en attendant l'arrivée des oiseaux. En fait, là, les tétras, pendant la nuit, ils arrivent en volant, ils se posent, tant qu'il fait nuit, ils ne bougent pas trop. On les entend roucouler, ils roucoulent, ils jointent, et ils sautent sur eux-mêmes. Et en fait, tout ça, le but, c'est pour plaire à la femelle. Donc là, on va les voir. Ils ont la lyre très très bien sortie. Et dès qu'il va faire jour, ils vont commencer à se regrouper et à se battre. Et quand les tétras se sont pris dans les filets, il faut se dépêcher. Pas plus de 10 minutes au total pour les démailler et les baliser. Et des balises qui ne dépassent d'ailleurs pas les 25 grammes, soit 3% de leur poids. Là, on pose la balise, c'est assez rapide. On le met comme ça en sac à dos pour qu'il y ait le moins d'impact pour lui, aussi bien pour le vol que pour la reproduction et pour la parade. Cet oiseau sera demain matin sur la place de champ, comme si on n'avait rien fait. Une fois balisé, c'est l'heure pour ce tétralyre de retrouver les airs. En moyenne, ils sont une trentaine comme lui chaque année à en être équipés. Voilà ce qui conclut cette page d'actualité sur notre antenne. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais en attendant, la prochaine édition du journal, prévue pour ce vendredi à 18h en compagnie de Fanny Savard. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.